Le principe de ces supervisions offertes, c'est une fois par mois, un temps de supervision. Donc, un des participants du groupe supervision amène un cas clinique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, amener des cas cliniques et qui soient mis en travail lors d'une supervision. Pour ça, vous avez sur le groupe de supervision un lien. Vous vous inscrivez, vous soumettez votre cas. Ça sera dans un formulaire Excel. Vous soumettez votre cas et puis ensuite, on choisit des cas parmi ceux qui ont été envoyés. Et une fois tous les 15 jours, il y a aussi les rendez-vous psychopratiques. Ce sont des rendez-vous à thème. Vous amenez des questions sur un thème. La dernière fois, c'était la conduite d'entretien. Donc, il peut y avoir des moments théoriques sur la conduite d'entretien. La dernière fois, c'était sur, on a parlé de l'hallucinose, du transfert subjectal, du travail avec les états émotionnels, comment vous pouviez vous appuyer sur des objets qui émergent en séance lors d'entretien. Et là, on part de vos questions ou alors je propose une démonstration, je fais une démonstration et à partir de la démonstration, ensuite, on ouvre à des questions. Donc voilà, petit à petit, vous arrivez. D'ici 4-5 minutes, on va commencer. Juste vous pensez voilà, à bien éteindre vos micros pour que pas qu'on ait de bruit parasite. Et puis à écrire ce que vous souhaitez dans le chat, à intervenir. Jackie va présenter son cas clinique. Donc, elle a choisi de présenter ce soir un des patients avec lequel elle travaille. Et à partir de là, elle présente son cas de façon brève. Je lui poserai des questions. Si vous avez des questions, vous les notez dans le chat. Et puis, j'essaie de faire un repérage diagnostique, de proposer des axes de repérage diagnostique, mais aussi d'analyser la séquence, de voir si on peut repérer son processus, puis de proposer peut-être des stratégies d'intervention. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place qui serait pertinent pour ce client-là? Alors, on vous voit, n'hésitez pas à dire qui vous êtes, peut-être d'où vous venez, votre parcours. Il y en a certains que, ça y est, je reconnais, vous êtes nombreux, je ne pourrais pas tous vous citer, vous défilez au fur et à mesure, mais voilà, je retrouve plusieurs, Dina, Stéphane, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, on a Sandrine, Christelle, Irène. Bonjour. Voilà, vous êtes... Martine. Marie-Josée, on avait Claudia tout à l'heure. Anna, donc, qui est là pour la première fois à notre rendez-vous. Stéphanie, voilà, je vous vois apparaître au fur et à mesure. Alors, je ne peux pas tous vous citer, mais Aurélien, notre collègue infirmier qui est là. Martine de Suisse, peut-être. Voilà, c'est super. Vous êtes nombreux. Je vous rappelle, ces groupes donc, ont lieu en gros tous les 15 jours, une fois une supervision, une fois un atelier psychopratique. Et c'est des groupes offerts. Pour moi, c'est l'occasion de pouvoir contribuer à partager, à continuer à partager, à permettre le développement des compétences des professionnels de l'accompagnement, qu'ils soient coach ou thérapeutes. Il y en a plusieurs qui viennent de chez MHD, donc un organisme dans lequel j'interviens à Paris, et puis d'autres collègues de Winside, et puis certains que je ne connais pas, peut-être vous venez par d'autres endroits, par d'autres axes, parce que vous pouvez, les uns et les autres, partager le lien d'inscription à notre groupe de supervision à d'autres collègues pour qu'ils puissent bénéficier de ce travail si ça vous semble pertinent. Donc, on va démarrer, il est l'heure. Ceux qui veulent se joindre à nous, ils vont le faire. Jackie, si tu veux bien nous dire, moi je suis honoré d'avoir Madame Jackie Camaille, ma collègue de psychodrame, là présente. Jackie, si tu veux dire quelques mots te présentant, peut-être dire
aussi quelle est ton approche, à quoi tu as été formé de façon synthétique. Comme ça, les gens ils pourront mieux s'identifier, comprendre le matériel que tu amènes, comment tu as pu l'extraire, ce qui te guide. Et puis, on va démarrer sur le cas clinique. Tu vas nous présenter ton cas. Allez, vas-y. À toi. Allez, bonsoir à tous, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors moi, je suis psychologue clinicienne de formation en psychopatho et de formation plutôt psychanalytique, psychothérapie psychanalytique et psychodramatiste. Je suis spécialisée pour les enfants, mais donc je travaille dans l'éducation nationale. Et puis petit à petit, j'ai développé une activité en libéral et au fur et à mesure, les parents se sont intéressés à mon approche et voilà, j'ai une clientèle autant d'enfants que d'adultes maintenant. D'autant plus que bon, depuis 2 ans et demi, j'ai côtoyé Monsieur Poupard, qui m'a donné envie de me diversifier, que ce soit en hypnose, en mosaïque, dans les états du moi. Désolée, mon téléphone est ouvert. Et ça m'a permis de développer différents outils, effectivement, pour travailler avec les adultes de manière plus aisée, puisque j'étais quand même plus formée avec les enfants au départ. Super. Merci, Jackie. Jackie, présente-nous le cas de ce monsieur. Je sais que tu es un monsieur. On s'est dit 2 mots pour savoir si ça correspondait au travail qu'on peut proposer dans ce groupe. Et oui, ça semble cohérent. Mais voilà, donc je connais pas ce monsieur, son histoire. Présente-nous ce monsieur. C'est important d'anonymer. Donc, ça veut dire que Jackie, elle le sait, elle va présenter cette personne-là, mais il y a des infos de prénom, de lieu, etc., qui sont fausses pour pas que, puisque même si c'est un groupe fermé, pour qu'on puisse pas reconnaître, voilà, pour qu'on puisse pas reconnaître la personne et voilà, pour respecter cet anonymat. Allez, vas-y, Jackie, à toi. Alors, je vous parle ce soir de Marius, qui est un homme de 43 ans. Ma problématique avec cet homme, c'est que il a beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions et ses ressentis, et que les séances sont quand même assez énergétivores, c'est-à-dire que je dois vraiment aller chercher le matériel, parfois beaucoup interpréter, alors que lui se contente le plus souvent de dire « Ah oui, c'est vrai, pourquoi pas, peut-être, c'est sûr ». Je ne sais pas. Enfin, il y a très peu d'associations pour aller plus profondément, alors que c'est un homme qui a envie de comprendre ce qui se passe pour lui. Il est venu au départ par le biais de sa compagne. Ils sont venus tous les deux en demandant une thérapie de couple. Parce que ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Je dis ça faisait parce que vous allez voir que ça s'est terminé. Et qu'au bout de quelques mois de relation, des difficultés sont apparues. Alors, ils n'ont jamais vécu ensemble, mais ils partageaient beaucoup de temps quand même chez sa compagne, et qui a une petite fille aussi. Et très vite, il semblerait que quand il y ait eu un engagement dans une vie un petit peu plus de couple, la libido a disparu, les difficultés sexuelles sont apparues, avec une impossibilité donc d'avoir des relations sexuelles avec elle. Parce que seul, les choses se passaient bien. C'est explicite? Oui, tu peux donner plus de détails. C'est-à-dire que quand il y avait masturbation, que ce soit lui tout seul ou elle avec lui, ça se passait, mais il y avait impossibilité d'avoir une érection pour une pénétration. Et petit à petit, voilà, cette difficulté sexuelle s'est transformée en disparition de la libido totale. Sa compagne avait 39 ans, quoi, donc voilà, en pleine forme, et avec une envie de partager ça avec son compagnon, et c'était impossible. Donc ça commençait à peser lourd dans le couple, même si ils rapportent tous les deux une relation, j'allais dire, fonctionnelle et confraternelle très agréable. Voilà.
C'est comme ça qu'on dit, c'est ce qu'on définit un couple, c'est relation fraternelle et comment? Confraternelle et fonctionnelle. Relation confraternelle et fonctionnelle, c'est comme ça le couple. D'accord. C'était le leur en tout cas. C'était leur définition d'un couple qui marche. Ok. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir la différence entre les deux personnalités. Une femme qui était assez vivante, pétillante, très expressive, et un homme beaucoup dans la retenue, parlant peu. C'est-à-dire, à chaque fois, j'étais obligée d'arrêter sa compagne en me disant, stop, c'est à vous de parler, c'est à vous d'amener le matériel. Donc, déjà, il y avait cette difficulté-là. Et puis un jour, il a dit, c'est trop compliqué pour moi, la thérapie de couple, je n'y arrive pas, ça me fatigue, il y a trop de pensées, il y a trop de choses, je voudrais faire des entretiens seuls. Ok. Déjà, là, tu vois, des réactions comme ça, là, des liens que je fais dans ce que tu évoques. Déjà, j'ai une question là, par rapport à tu dis la masturbation, et peut-être nos collègues vont avoir des réactions, mettez-les dans le chat. Déjà, tu dis, tu vois, la masturbation, lui avec lui, c'est OK. Et si j'ai bien compris, elle avec lui, c'est OK. Oui, Mais par contre, érection et pénétration, non, à un voilà. certain moment. Mais pourtant, avant, oui. Avant, il y a eu au début. Ils l'ont très bien, oui, oui, tout à fait, pendant 8 mois. Pendant 8 mois, c'est OK. Ça, c'est assez Et, classique. À partir de l'arrivée de l'enfant, mais c'est pas non, le leur, tout s'arrête. c'est à partir du moment où ils ont partagé un peu plus de quotidien, en fait. Voilà. Ça, À ils ont fait le partir de lien tous 8 les deux. mois, c'est-à-dire à partir du partage de quotidien, quand il y avait plus d'engagement, tu disais tout à l'heure, dans le couple, voilà, plus d'engagement couple, famille, à ce moment-là, c'est là que ça a commencé à, à baisser. Oui, à dysfonctionner, au D'accord? sens propre comme au sens figuré. L'énergie. C'est OK. ça. Et puis la deuxième chose que je note, et c'est très intéressant même en termes d'interaction, dans ce qui peut jouer dans la résonance et comment le praticien il peut être pris dans cette histoire, ça veut dire que tu décris la dame comme vivante, pétillante, expressive. On pourrait lui dire comme pleine d'énergie, pleine de yang, pleine de extravertie, amenée vers l'avant. Et le monsieur plutôt introverti, vers l'intérieur, passivité, plutôt yin. Donc on aurait deux modes. Et c'est toi qui es obligé de dire stop à la dame face à sa multiplicité de matériel. Tu dis que tu es obligé, elle, de l'interrompre et de lui dire arrêtez pour passer la main au monsieur, passer le relais et pour dire au monsieur, bah, allez-y. Maintenant, amenez du matériel, c'est à vous. Et ça, c'est intéressant parce que dans cette séquence, on voit déjà comment il y a un rejeu de la problématique. Dans le cadre, ça pour une supervision, c'est intéressant si on regarde avec le modèle du Seven Eyes, c'est intéressant de voir comment, avec le praticien, il se rejoue un peu la même séquence. C'est comme si toi, madame, tu pouvais prendre la place de madame et que tu disais, allez, allez, monsieur, montre-nous ton matériel, active, un peu présente, soit puissant, soit viril. Et, Mhm. et de fait, plof, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, lui, il fait, je sais pas, je peux pas, peut-être, j'ai vraiment envie, mais ça ne suit pas, ça ne réagit pas. Tout Et à ça, fait, c'est intéressant. tout à fait. OK. Et au point de demander l'arrêt de la thérapie de couple, ça, il l'a formulé en disant, ça me fatigue. Chaque fois que je sors d'une séance, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je n'y arrive, je comprends rien. Il a même fait un jour un genre d'arrêt sur image. Je lui parlais, il n'y avait plus rien. Et j'ai senti la volonté de cet homme et ses limites. Ça devenait une torture. On a arrêté. Enfin, il l'a demandé, mais la thérapie de couple, en accord avec sa compagne, s'est mis en stand-by pour lui permettre, lui, de parler seul de sa problématique, de sa vie, de ce qui se passait pour lui. Alors ça, c'est super intéressant parce que vous voyez, quand on regarde ça, ce qu'on voit, c'est que euh, on pourrait se focaliser sur les éléments dissociatifs, sur l'immobilité, sur l'impossibilité du monsieur d'amener du matériel, d'être pénétrant, d'aller de l'avant,
voilà, d'être dans cette posture peut-être masculine, un peu proactive. Mais sauf que c'est intéressant, c'est quand même le monsieur qui dit stop. À ce moment-là, il veut plus vivre ces moments où il se dilue, où peut-être il y a des éléments dissociatifs, il perd conscience dans ce qui est en train de se passer, et il est OK pour s'ériger dans des séances individuelles avec Jackie. Tout à fait. OK? Donc, ça fait à peu près une quinzaine de séances que je fais avec lui. Ça fait une quinzaine de fois que je le rencontre. Alors, ce qui détonne aussi, c'est son apparence. Donc, c'est un homme qui a 43 ans. Il est chef de chantier dans le BTP. Il a un métier plutôt… auparavant, il avait une formation de mécanicien. Enfin, puis il a changé. Il est chef de chantier dans le BTP. Et il aime bien diriger les hommes, ses équipes, même s'il ne sait pas trop se faire entendre. Bon, mais là, apparemment, il y a un nouveau chef, ça se passe mieux, et il aime bien diriger ses hommes, dit-il. Hein, c'est ses mots, hein, à chaque fois, ce sont ses mots. OK? Donc, il n'a pas de souci de positionnement. Si on regarde avec les hommes, il est capable d'être assertif, d'avancer, de proposer, de manager. Vous voyez, ça, c'est intéressant, tu le dis bien. Il y a quelque chose d'un peu presque surprenant, ou c'est comme c'était blanc Ah et oui, noir. Dans le couple, ça semble un peu difficile pour lui de se positionner, d'avoir quelque chose plutôt affirmé. Par contre, au niveau professionnel, bah, il peut le faire et il sait le faire. Donc, il a la compétence. Donc, moi, ça m'intéresse parce que là, il y a une compétence. D'abord, il a une compétence de s'ériger avec Jackie. Et puis, il a une compétence de diriger, c'est-à-dire de s'affirmer et de se positionner. Donc, c'est encore des ressources. c'est ça. Là, le deuxième aspect qui est un petit peu surprenant, c'est son aspect physique. C'est-à-dire, OK. c'est un homme, au niveau du visage, il fait son âge, il est marqué, même il fait un peu plus vieux. Moi, je lui donnais plutôt 48, 49. Il venait d'avoir 42 ans, il allait sur ses 43. Et alors, c'est quelqu'un qui est impeccable. La super coupe de cheveux, là, bien tondue, là, avec la mèche, des tatouages un peu partout, super bien habillé, beau gosse. Et dans une recherche, dans ce soin, il y a une recherche un petit peu de… Il est habillé très jeune. En jean troué, petit t-shirt avec des logos jeunes que mes fils peuvent porter qui ont une trentaine d'années, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai repéré ça. Il y a quelque chose, ça détonne aussi avec son métier, mais il y a une recherche de perfection physique. Il dit qu'il est passionné par le sport, qu'il ne veut pas grossir, qu'il ne veut pas vieillir, enfin, qu'il veut être beau le plus longtemps possible et très, très à cheval sur l'alimentation, des compétences en nutrition, diététique, il peut m'expliquer plein de choses sur ça. Voilà. OK, donc ça nous rajoute des éléments autour de l'image de soi, Mm. du rapport à l'autre, de se présenter de l'image face aux autres, et puis du rapport au corps, avec un soin particulier au corps. Et puis, tu soulignes que c'est presque surprenant. Alors, c'est presque surprenant par rapport au métier. On pourrait se dire c'est une croyance ou c'est, tu vois, c'est Mm. une croyance. Le bonhomme, il est dans le BTP, c'est pas ce que tu imagines. Mais tu soulignes aussi qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui t'interpelle au niveau clinique en se disant, OK, il prend soin de lui, mais c'est comme si ce n'était pas adéquat par rapport à l'âge. C'est comme s'il y avait quelque chose de dissonant à cet endroit-là. Oui, parce qu'il peut arriver la casquette à l'envers aussi, par exemple. OK. Et même si je n'ai jamais rien dit, il peut garder la casquette à l'envers, comme les jeunes, hein, comme les rappeurs, enfin, avec la visière derrière. Quand je dis à l'envers, c'est la visière derrière. Il peut la garder, ça ne le dérange pas de le garder dans le cabinet. OK. Voilà. Et voilà, ça c'est ce qui se présente d'entrée. Quelques éléments d'anamnèse. Oui. Donc, il est fils unique. Ses parents se sont séparés quand il avait 5 ans.
Et très vite, il rapporte une relation au père compliquée, avec un père assez négatif, qu'il décrit comme méprisant, voire humiliant. D'autant plus qu'à partir de 8 ans, Marius a commencé à avoir de l'embonpoint et à devenir gros. À 9 ans ou 10 ans, il pesait 85 kilos. Quand je l'interpelle sur le fait que peut-être s'il mangeait beaucoup, c'est peut-être qu'il avait de l'inconfort dans sa vie, la séparation de ses parents, sa maman qui a eu ensuite un compagnon bon, qui ne vivait pas à la maison. J'essaie de le faire associer là-dessus, rien. Non, non. Je mangeais, je devenais gros. Par contre, il m'apporte très vite un élément qui est que son père a toujours été un homme très soigneux, qui est taxi boy à ses heures perdues, c'est-à-dire qu'il va danser, il sert de cavalier à des femmes dans des bals, et qu'il a toujours eu donc en face de lui un père qui était beau, qui s'habillait bien. Il dit j'étais le faire-valoir de mon père parce qu'il aimait me sortir, parce que j'avais les mêmes yeux que lui, des grands yeux bleus. Mais après, quand on se retrouvait tous les deux, il n'y avait plus rien. Il dit j'ai eu 3 mamans, ma mère, ma grand-mère et ma tante, qui étaient homosexuelles, qui n'avaient pas d'enfants et qui s'est beaucoup occupée de lui. La tante. La tante, ouais. Sa grand-mère aussi. Comme sa mère travaillait, il était voilà beaucoup. Il évoluait entre ces 3 femmes qu'il décrit comme des femmes très fortes, voire puissantes, m'a-t-il dit. Donc voilà, pas beaucoup de rapport à l'homme. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes quoi dans cette. Le beau-père qui est là, qui dit aimant, qui s'est bien entendu. Enfin le beau-père, l'ami de la mère qui venait de temps en temps puisqu'ils ne vivaient pas ensemble, mais qui était sympa et avec qui il s'est bien entendu. Alors Marius n'a pas d'enfant, choix délibéré de sa part, dit-il. C'est-à-dire que ces mots, ce sont très tôt j'ai su que je n'aurais pas d'enfant, que je ne fonderais pas de famille. Parce que je n'étais pas capable et que je ne voulais pas être le père que j'ai eu. Cependant, ces 2 compagnes, ces 2 histoires un peu sérieuses, on avait 2 filles. Enfin, sa première compagne donc avait une petite fille, sa deuxième compagne que j'ai rencontrée aussi, et il est très attaché à ses petites filles, très investi, en disant c'est plus facile d'être le père de l'enfant d'un autre que d'avoir mon propre enfant. Donc, sa vie amoureuse a débuté par 2 gros chagrins d'amour. Il en parle parce qu'il dit à 18 ans et à 20 ans, j'étais bien avec mes copines et puis du jour au lendemain, elles ont rompu et je me suis sentie trahie. Il a eu beaucoup de relations passagères ensuite, longtemps, puisque 2 seules histoires en 25 ans à peu près. La compagne d'avant, ça a duré 4 ans à peu près aussi. Et la compagne actuelle, mais avec laquelle il vient de rompre, donc, ça faisait à peu près 4 ans. Et à chaque fois, il demande de rester en contact avec les petites filles. Des petites filles de 6-8 ans, quoi, jeunes. Parce qu'il dit, renoncer à la relation amoureuse, oui, mais je me suis investie auprès de ses enfants et ça me fait de la peine de ne plus les voir. Ok. Voilà. Et pourquoi il y a rupture de couple? Et puis après, je te dirai quelques questions qui sont là, que nos collègues ont posées à distance. Excuse-moi, le début de ta question, je n'ai pas entendu, pas compris. C'était, qu'est-ce qui fait qu'il y a rupture dans ce couple-ci, qu'il y a rupture dans le couple d'avant, puisque c'est des couples qui durent quand même. Il y a 4 ans, pendant 4 ans, ils sont en lien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a rupture? Alors, c'est la même chose qui s'est jouée avec la compagne précédente. Là, ils avaient vécu ensemble et au bout d'un moment, plus de libido, plus de relations sexuelles. Apparemment, le même type de compagne, un peu volcanique, un peu impétueuse, comme ça, un peu pétillante.
Donc des conflits notamment autour de la sexualité, enfin de l'absence de sexualité. Et cette fois-ci, c'est la même chose, quoi. Ils sont arrivés, sa compagne ne voulait plus de cette relation fraternelle. Elle en avait assez et elle voulait avoir une vie de femme épanouie. Il est triste. Et quand je le questionne sur sa tristesse, il me dit c'est la vie de famille qui me manque, mais pas ma compagne. Ok. Alors, on a abordé la question de cette difficulté qu'il ressent, hein, d'exprimer ses émotions, d'associer sur ses ressentis, de dire ce qu'il ressent, tout simplement. Alors lui, il fait le lien avec le fait que donc sa période où il dit qu'il était gros, c'est entre 8 et 15 ans, et qu'il se faisait souvent moquer, rejeter. Et il dit, je fermais ma gueule, je ravalais ma colère, tout pour ne pas me faire rejeter, me faire accepter par le groupe de copains. Et il lui dit, petit à petit, j'ai pris l'habitude de ne plus rien dire, de me faire accepter, de faire le pitre, de faire le con, et de rester dans le groupe, les groupes d'amis. Et puis très vite, il a fait du sport, il a perdu ce poids qui le gênait. Et par contre, de 18 à 35 ans, il ramène une vie de bamboche. Il Qu'est-ce sortait, que c'est ça, bamboche pardon, en non marseillais? Ça s'appelle comment? la bamboche, c'est tu sors tout le temps, tu bois, tu dragues, tu as des relations. Et il dit ça en tout cas. Hein. Il sortait beaucoup en boîte, il aime danser, il aime sortir avec les copains. Et comme il est plutôt charmant, il plaisait beaucoup, il avait des aventures qui duraient quelques temps. Et puis après, ça s'arrêtait. Et voilà. De quel âge à quel âge, tu as dit? De 18 à 35. 30, ouais, 30, 30, 34, 35, puisque 4 ans et 4 ans, ça fait 8 ans. Il a 43 ans. Il y a une période d'1 an sans femme. Voilà, ça fait ça à peu près. Ok. Avant de rencontrer sa première histoire, sa première Ok. compagne. Voilà. Ok, je te dis un peu des Ouais. retours de nos collègues. Il y avait donc la compagne du monsieur ne consulte plus aujourd'hui. Elle consulte plus la dernière compagne. Si elle a eu besoin de consulter, oui. Donc ça, c'est à part. Ça veut dire Ça qu'ils ont part. arrêté et toi, Oui. tu as mis en œuvre un dispositif de telle sorte que madame, qui est plus en lien avec monsieur et son espace, et tu sais séparer le travail. Donc ça, c'est des choix de dispositifs d'accompagnement. Et monsieur a son dispositif aussi. Voilà. Après, il y avait, et si c'était un homme thérapeute, serait-il pareil? Est-ce que ça, on sait s'il a déjà consulté? Est-ce qu'il y a déjà eu des consultations? Ah non, non. Et puis, quand la thérapie de couple a débuté, il a clairement dit, je viens là parce qu'elle m'a demandé d'être là. Je ne vois pas pourquoi je ferais un travail de thérapie. C'est vrai que j'ai un problème de sexualité, mais pour lui, c'était pas la thérapie qui allait le résoudre. C'est pas, il avait pas cette culture-là en arrivant. Donc la question, c'était que sa compagne m'avait fait confiance, donc il continuait de me faire confiance pour son travail individuel. Il s'est pas plus posé de questions que ça. Ok, en même temps, ça c'est intéressant. Ça veut dire comment se fait la demande. C'est il est amené par sa compagne, par la main, qui lui dit va parler à la dame, elle va s'occuper de ta sexualité. Et tu vas voir, c'est une nouvelle initiation peut-être pour te régler tes problèmes d'érection. Donc, tu es sa première expérience, si on peut dire, thérapeutique. Ça, c'est sûr. Ah, Et première, et souvent, il me dit, chaque fois que je sors, je suis obligée de rester dans la voiture 5 minutes, je suis sonnée, ça se bouscule dans ma tête. Enfin, je veux dire, il le vit très fortement, ces séances de thérapie. ok. Dans sa tête. Dans sa tête. Alors, il est plein de bonne volonté pour répondre à mes questions, mais s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'association. De la tête, mais peut-être ça se passe ailleurs que dans la tête, Jackie.
peut-être. Et ça, ce serait intéressant dans le transfert. Ça veut dire que peut-être ce qui ne peut pas s'énoncer se vit dans le corps à cet endroit-là. Chaque fois que je le renvoie à cette question du ressenti ou de l'émotion, parce que quand il a parlé de son enfance, à un moment donné, il a dit je me suis fait tout seul, personne ne s'intéressait à moi quand j'étais enfant. Il a eu des larmes dans les yeux. Donc, j'ai essayé d'aller dans cette émotion en lui demandant ce qui se passait pour lui. Et il m'a dit, ça me fait de la peine pour l'enfant que j'étais. Et stop. Stop. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Il y a dans le même type d'interrogation, il y a Natalia qui dit, est-ce qu'il a pu te dire s'il arrive à exprimer ou est-ce que tu l'as vu exprimer des émotions, des sentiments envers sa compagne ou ses compagnes? Est-ce que tu sais s'il peut dire dans l'intimité ce qu'il ressent dans son cœur? Non. Non, C'était une des d'ailleurs des plaintes de sa compagne dans les premiers entretiens de couple, c'est-à-dire qu'elle ne savait jamais ce qu'il pensait, il ne s'exprimait pas, il mettait en acte, il prenait soin d'elle, il faisait plein de choses dans la maison, les courses, la cuisine, mais quand elle lui demandait, par exemple, elle lui demandait si, est-ce que tu m'aimes? La question fatidique. oui. Et lui me disait, mais chaque fois qu'elle me disait ça, ça me coupait l'envie de lui dire. Donc j'ai essayé de lui dire, mais peut-être c'est parce que vous ne lui disiez pas, c'est peut-être parce que vous ne vous exprimiez pas sur vos sentiments. Ah oui, peut-être. C'est intéressant parce que on entend bien dans le cas clinique qu'il y a une capacité à nommer et qu'il y a une vie intérieure, qu'il y a des capacités d'élaboration, puisqu'il fait de nombreux liens sur son enfance, qui s'est nommé des vécus émotionnels qu'il a pu traverser quand il avait 8 ans, qui a eu ses moments de rejet. On le voit aussi dans une capacité à faire des liens entre lui et comment il était quand il était enfant, que son père l'emmenait comme un faire-valoir. Et puis aussi, lui, quand il a cette expérience 18 à 35 ans, où il est cet homme qui va draguer, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est présent, lui. Mais c'est comme, il n'y a pas de problème mécanique ou technique, comme dans la question de la sexualité. Quand il se masturbe, il y a une possibilité d'avoir une érection. Mais quand il s'agit d'une transaction au-delà de la masturbation avec une compagne, ça ne s'y riche plus. Mais ce n'est pas un problème mécanique, sinon même quand il se masturberait, ça ne pourrait pas se passer. Donc c'est autre chose qui est à l'œuvre et ça c'est intéressant. C'est ça. Et puis on voit bien qu'il ne mobilise pas du rejet, de l'inintérêt ou rien, puisqu'à plusieurs reprises, Jackie, tu soulignes, moi, c'est un beau gosse, tiens, il est charmant. Donc, on voit bien comment ça fait qu'on transfère, comment il arrive à te toucher, c'est-à-dire à te séduire. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que même si c'est pas, et tu n'as pas amené ce sujet-là, c'est pas un patient qui joue de la séduction, qui essaie d'érotiser la relation, c'est pas du tout ça que tu amènes, disons, il me semble pas que ce soit ça que tu dises. Mais c'est un patient qui ne laisse pas indifférent. Donc, il sait mobiliser l'autre. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il te mobilise en tant que femme. Tu n'as pas dit, oh, il est mignon, il est gentil, c'est calme et tout ça. C'est la femme qui est touchée. C'est un beau gosse, il est charmant. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me sens thérapeute, mais je ne me sens pas femme thérapeute en face de lui. Eh ben, c'est ça qui est intéressant. C'est pas au niveau de la femme alors qu'il te mobilise, c'est qui? Non, c'est au niveau de la thérapeute. C'est un enfant qui a souffert. Donc forcément, moi, thérapeute d'enfant, ça me touche. Et je vois ce petit Marius souffrir encore. D'ailleurs, ça a été un des axes à un moment donné d'essayer d'imaginer un dialogue avec ce petit Marius
dans le décours d'un des entretiens, quand il parlait de lui enfant qui souffrait et qui a eu cette émotion, je lui ai demandé ce qu'il aimerait dire à petit Marius. S'il pouvait lui parler, quel âge il aurait. Donc, il m'a dit, ouais, je vois bien quand j'étais petit, vers 7-8 ans. Et il a voulu lui dire qu'il était devenu quelqu'un de bien. Parce que ça, c'est quelque chose d'important dans sa vie. Il veut être quelqu'un de bien. C'est très touchant. Alors, c'est ça, être quelqu'un de bien. Et là, on a un tiraillement autour de c'est quoi être quelqu'un de bien. Et là, on a Alors, des ouais, jeux, on a de la loyauté qui est là. c'est ça. Est-ce que vous avez déterminé un objectif précisément? Est-ce que vous avez dit, tiens, on va travailler sur ça? Il y avait cet objectif au départ qui était ces difficultés dans le couple qui l'ont amené vers je suis quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses émotions, qui ne sait pas dire ce qu'il ressent. Ça a été au départ. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est, alors ça n'a pas été en termes d'objectif, hein, mais ça a été en termes de, quand il a décidé d'arrêter cette relation, puisque ça a été concomitant, hein, les deux ont décidé. Dans un premier temps, il disait, ouais, c'est super, je suis tranquille, je me retrouve, je peux profiter de moi. C'est une formulation qui m'a interpellée. Mais en même temps, il dit, je mène une vie plan-plan. J'ai besoin de partager quelque chose, ma vie avec quelqu'un. J'aimerais faire des voyages avec une compagne, j'aimerais faire ça avec une compagne, enfin, et quelque chose qui le rend malheureux. Ok. Donne-moi juste une phrase. Tu formulerais que l'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? Il dit, je souhaiterais quoi? Tu formulerais? Je trouve qu'il est dans un paradoxe où il dit, d'un côté, je me retrouve seule, tranquille, elle est plus là à me dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, jamais contente, enfin voilà, kyrielle de plainte habituelle. Je me retrouve avec moi, je profite de moi. Non, sa formulation, ça a été, je peux enfin profiter de moi. Ok, je lui ai dit, et donc? Ben ouais, mais enfin, je suis un peu plan-plan, quoi, je fais rien. S'il n'y a pas quelqu'un pour me dire de faire des trucs, je fais rien. Je suis heureux sur mon canapé à rien faire ou à regarder des séries ou Facebook, mais en même temps, je m'emmerde un peu. C'est un paradoxe difficile. Ok. Je pense qu'il y a des questions, et après, je ferai Ouais. une première synthèse. Je pense qu'il y a des questions de collègues sur la question de son rapport à parce que ça interpelle peut-être, ça fait questionner ou peut-être fantasmer nos collègues. Il y a des questions sur ses préférences sexuelles. Est-ce qu'il a pu nommer quelles sont ses préférences sexuelles? Il y a son rapport avec les enfants. Est-ce qu'il ressent des émotions quand il est en présence des enfants? Qu'est-ce qui se passe sur le rapport avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe sur son rapport avec la sexualité? C'est-à-dire, est-ce que c'est clair que c'est dans un lien hétérosexuel? Est-ce qu'il y a un lien homosexuel? Est-ce que peut-être il y a de la perversion? Voilà. Alors, on l'avait abordé quand le couple était là. Oui. Elle demandant beaucoup plus de… Il avait eu cette formulation de dire toute la journée, tu te présentes comme une petite fille qui a besoin de moi pour tout faire dans la maison et le soir, tu veux que je te baisse comme une chienne et je n'y arrive pas. Donc, j'ai saisi ça pour aller plus loin. Il n'a pas évoqué des fantasmes particuliers. Il a juste dit que, bon, sa compagne avec une sexualité très caliente et très, voilà, très engagée, ça lui plaisait bien, mais il n'a pas beaucoup parlé de préférence sexuelle. Ok. Il n'a jamais dit une ambiguïté par rapport à son rapport avec les hommes. Ça apparaît pas. Non, il a dit par contre qu'il lui avait manqué, c'est d'avoir un frère ou une sœur et qu'il essayait à travers ses amis. Il a deux très bons amis qui sont des hommes
J'ai questionné s'il y avait eu d'autres expériences où il aurait pu être attiré. Il a semblé clair avec ça de dire ah non, pas du tout. C'est bien les Ok. femmes qui m'attirent. Ok. Et toi, dans l'expérience clinique que tu as, est-ce que toi, tu penses qu'il pourrait y avoir des éléments de perversion, comme du désir sexuel à l'égard des enfants et tout ça? Est-ce que Non, ça fait partie du matériel? Non. pas du tout. C'est clair et net. Et Les j'ai enfants, j'ai questionné également sa compagne sur ça, hein, par oui. rapport à ce qui pouvait se passer avec sa fille. Il y a mais aucune ambiguïté, aucune crainte, et ça semble très clair. Ok. Donc, le rapport qu'il a avec les enfants, c'est un rapport où ça maintient la famille, ça maintient le couple, il dure un moment, et puis quand il dure plus, il y a quand même l'idée de maintenir une famille et le lien qu'il a eu comme papa complémentaire, beau-père, etc. Et ben, père présent, c'est ça qu'il voudrait maintenir, ce lien qu'il a pu tisser avec ces enfants-là. Oui, d'autant plus que les deux pères semblaient absents. Le premier était complètement absent et de la compagne, la dernière compagne, il était très, très déficient, ce père, enfin, très absent aussi. Ça, c'est, ça, c'est intéressant parce que si je reprends, je synthétise des éléments cliniques, moi, je remarque plusieurs choses. D'abord, ce monsieur-là, bien sûr que, d'abord, il vient consulter. C'est pas son milieu, c'est pas son mode de vivre, de travailler. Il est amené vers cet espace-là. On lui propose, il n'y voit pas un sens. Peut-être au début, il ne voit pas pourquoi, ce que ça peut lui apporter, mais il s'en saisit parce qu'il aurait pu arrêter. Et quand sa compagne, elle arrête ou qu'il se sépare, il aurait pu dire, bon ben voilà, maintenant je suis plus avec elle, je suis seul, j'ai plus besoin de questionner, tout ça. Mais il continue à venir. Et même si ça le chamboule, ça le bouscule, il ressort, il est chamboulé après une séance avec Jackie, il continue à venir. Donc il y a un réel engagement, il est client pour moi dans ce Oui, dispositif. Il est vraiment engagé, mais il nous présente ben, ce qui se passe et il nous présente son symptôme à plusieurs endroits, c'est-à-dire que d'être là, d'être présent, de donner le change, d'être ce beau gosse qui est là, qui répond, qui participe, c'est OK. On peut le garder dans le dispositif, dans la séance, on peut l'avoir là. Il est présent, il n'est pas gênant, ça ne mobilise pas chez Jackie des mouvements d'agacement, de rejet. Mais par contre, il faut un peu le réanimer. Ça veut dire qu'il présente bien, c'est un beau bouquet de fleurs, mais il faut quand même lui donner un peu des oligo-éléments pour qu'il s'érige. Sinon, ça va commencer un petit peu à faner et elle est obligée toujours de le doper. C'est Jackie, sa pilule bleue de l'érection verbale. Ensuite, on a, parce que c'est sa problématique, on le voit à plein de moments pouvoir le faire. Ça veut dire que dans le BTP avec d'autres hommes, il peut se positionner en, en séance, il peut demander qu'il y ait un travail qui soit fait. À des moments de sa vie, il a pu le faire. Qu'entre 18 et 35 ans, il avait une place d'homme active, séducteur, dragueur, qui découvre, qui établit des relations, qui danse, qui… Donc, il a su le faire. Donc, il les a, ses compétences. Ce qui est intéressant, c'est comment ça se noue pour qu'à un moment, pof, ça tombe et ça ne se maintienne pas. Par rapport à ça, je garde des éléments, c'est-à-dire que sa compagne actuelle et celle d'avant, c'était des femmes vivantes, pétillantes, hautes en couleurs, en fin de compte des femmes très érigées, des femmes fortes, lumineuses, actives. C'est un peu aussi les trois femmes de son histoire, c'est les trois femmes de son histoire quand même, c'est comme ça qu'il en parle. En fin de compte, c'est trois femmes dans son histoire, mais s'il dit les trois femmes de mon histoire, ma mère, ma grand-mère, ma tante homosexuelle, qui en fin de compte étaient des femmes, comme il est décrit, des femmes fortes, des femmes puissantes. Et le père, lui, c'était un père qui était peu présent et qui était humiliant. Et c'était aussi un père taxi boy. C'est très intéressant ça comme modèle. C'est-à-dire que c'est le père qui est pas
en place de mari avec sa compagne. C'est un père qui fait danser les femmes. Il va au bal pour faire danser des femmes qui n'ont pas d'hommes. Ça fait un peu gigolo quand même comme dispositif. Et c'est un bel homme qui est soigneux. Et lui, il se retrouve à être le faire-valoir dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il est comme le complément qui permet de faire briller le père. Il est l'objet du père brillant à travers ses beaux yeux. Mais il n'est pas attrapé comme fils dans la filiation. C'est le bel objet par ses yeux. Mais pas, c'est mon fils, je suis fier de lui, il va faire ça, demain il réussira comme ça, il continue la filiation. Donc le père, il le promeut pas comme futur père, comme futur homme qui viendra prendre sa suite. Il l'utilise comme sac à main, comme Pins qui fait briller, lui, son plastron. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on se retrouve entre un père puissant, allant jusqu'à être dans la méprise, la destruction, donc quelque chose de très castrateur, de très destructeur, peut-être comme ces femmes aussi très très puissantes et qu'il dévirilise. Ça pourrait être des femmes qui le nourrissent et tout ça, mais elles sont quand même des femmes fortes et elles s'occupent beaucoup de lui. Ah, il est dans une place particulière. C'est pas lui qui devient l'homme de la famille, le père s'absentant et lui reprendrait la suite de la famille et c'est lui qui mène la ferme et etc. Et c'est lui qui devient le chef de famille. C'est elle qui s'occupe fort de lui et c'est toutes ces femmes fortes qui s'occupent de lui. Donc là aussi, en termes de question de s'ériger comme membre puissant dans une famille, c'est pas si simple. Et puis il y a toute cette ambiguïté d'un père fort, beau, bel homme, très en lien avec des femmes et en même temps très absent. Comme tous les pères des filles dont il s'est occupé, qui sont des pères absents, là il a une place. Donc il y a vraiment, moi je trouve qu'on entre en force ce paradoxe entre s'ériger et pas avoir l'autorisation de s'ériger, ou s'ériger, ça a des enjeux. Donc ça pose la question de l'écologie pour moi. Ça veut dire quel serait le risque d'avoir une érection. Cécile, elle dit, ben, peut-être érection, pénétration, s'il y a pénétration, il peut avoir un enfant, et en même temps, il a bien dit, j'ai peur d'avoir un enfant, et notamment parce que je ne saurais pas comment m'y prendre, je ne me sens pas capable. Ben, c'est normal, le modèle introjecté, ce n'est pas un modèle d'un père qui a montré comment on s'occupait d'un enfant, c'est un père qui a montré comment on avait un faire-valoir pour valoir encore plus, donc du côté narcissique. Et puis, il a dit, moi, j'aurais peur d'être le père que j'ai eu. Ça veut dire qu'en termes d'introject, c'est difficile. Ça veut dire que c'était un père qui faisait rêver, danser, mais peut-être pas faire jouir toutes ces femmes. Si c'était au niveau fantasmatique, parce que si c'était un bel homme, il passait de bras en bras, de femme en femme pour la danse, et c'est tout. Il était le fer danseur des femmes, mais peut-être pas le mari. Après, il pouvait se passer peut-être des choses, mais l'enfant, il voit que son père, c'est un faiseur de danse, c'est un meneur de ballet, c'est un faiseur de danse de femmes. Et il y a un dernier point qui m'interpelle aussi dans le travail, c'est le fait que c'est ce que tu amènes qui est ah, ok, à 5 ans, il y a la séparation. Il est jeune. Ensuite, ça va être compliqué suite à la séparation. Mais arrive 8 ans. Et de 8 ans à 15 ans, il y a cette histoire d'embonpoint. Donc, de son rapport au corps. Où il prend du poids, il prend du poids et du poids. Donc, c'est sûr que il doit peu. 8 ans, on est autour de la période de latence. Hein. Donc, ça se calme et puis il va commencer à rentrer dans la puberté. Mais à ce moment-là, à 8 ans, normalement, c'est là que toute la vie sexuelle du jeune enfant qui était là, qui était bouillonnante et tout ça,
elle va se mettre en pause. Et s'il investit le corps, il l'investit dans le sport, il l'investit dans des activités intellectuelles, etc. Et là où son corps, il l'investit par ce poids, parce qu'on ne peut pas le louper avec ce poids-là à 10 ans, 90 kilos, quand même un sacré, ça fait un peu obésité quand même. Bah, je sais pas sa taille, mais… Et ben à ce moment-là, il est l'objet de rejet. Il est l'objet de la destructivité, de la haine, de l'exclusion. Et là, il trouve un mode, une solution. Donc là, nos amis systémiciens, ils peuvent que l'entendre, ça. Ils trouvent qu'en mode, si je me tais, ça veut dire si je fais silence, ça veut dire si je me replie, si je me laisse être l'objet malmené, la boule de bowling ou l'acquis qu'on balance de droite à gauche, alors c'est pas dangereux parce que je reste dedans, le groupe. Et si je commence à m'ériger, à me positionner, si je refusais le rejet, alors je risque d'être exclu. Et là, il apprend un mode aussi de transaction. Le silence, la passivité, l'auto-exclusion de soi permet de rester dedans. C'est vraiment le mode bouc émissaire, comme on retrouve dans la guerre des boutons chez Tigibus. Tigibus, tout le temps, il va dire dans la guerre des boutons, il dit tout le temps, si j'avais su, j'aurais pas venu. Et il continue à venir, Tigibus, à chaque fois, parce qu'il préfère être dedans et être l'objet de moquerie, plutôt que d'être hors du groupe, d'avoir une place où il y a peut-être a priori moins de souffrance, mais la souffrance plus grande, ça va être la souffrance de l'exclusion. Et j'entends fort le tiraillement chez ce monsieur, c'est quoi être quelqu'un de bien, en fin de compte? Comment être quelqu'un de bien? Est-ce que c'est par l'apparence, mais quelque chose qui pourrait être comme du faux self, je suis un bel homme. Mais ça veut dire j'ai une belle cravate, un jean déchiré, j'ai des belles chaussures pointu vernis, j'ai les cheveux bien rasés, j'ai le parfum qu'il faut, etc. C'est ça le bel homme, c'est-à-dire c'est des objets externes qui caractérisent c'est quoi un homme. Parce que sinon, c'est quoi un homme? Il a dit, sa compagne, elle lui dit, je suis la petite fille, ça veut dire que lui, il est un papa. Donc, est-ce qu'un homme, c'est être un papa, c'est s'occuper de sa femme qui est une petite fille? Ou est-ce qu'un homme, c'est celui qui baise? C'est lui qui amène. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu veux, c'est que je te baise. Donc, c'est presque l'acteur de sexe ou l'acteur porno, ou la fonction juste érection. Et on peut penser qu'à ce moment-là, ne pas avoir d'érection, c'est le meilleur moyen pour lui de sauvegarder le fait qu'un homme, c'est pas ça. Qu'un homme, c'est pas juste un attribut, c'est pas juste un membre puissant. Mais en même temps, en faisant ça, il est pris dans un paradoxe parce que s'il n'est pas ce membre puissant, parce qu'un homme, c'est pas ça. Mais s'il l'est pas et qu'il devient un membre non érectile, ça veut dire qu'il va être l'objet du rejet. Et il se retrouve dans quelque chose qui est, c'est vraiment pour moi, là j'entends fort la question du double bind. Il est pris dans les deux sens. Il s'érige, il devient homme puissant, ça veut dire il devient comme le père, celui qui fait danser les femmes. Ou alors, donc avec le côté peut-être, il va être méprisant, il va être dur, il va être humiliant, il va être très très puissant, mais sur le versant destruction. Ou alors il est cet homme soumis, ce petit garçon silencieux, non érigé, et à ce moment-là, il n'est pas rejeté, mais à ce moment-là, il n'est pas cet homme. Mais s'il est cet homme, en fin de compte, il peut être destructeur et il peut, lui, être peut-être soumis à la femme, et ce sera encore plus effrayant, ou alors il devient le petit garçon, ou alors et en fin de compte, il est coincé là-dedans. Et c'est comment il sort de ses places. Il y a vraiment, c'est intéressant, là-dedans, on pourrait vraiment entendre différents états du moi. Et c'est intéressant que tu aies travaillé avec lui déjà sur la place et ce petit garçon, etc. Parce que là, on entend des états du moi, on entend différents personnages. Il doit y avoir un état du moi euh, homme, puissant, viril, mais en même temps, cet homme puissant, viril, c'est un faiseur de danse de femmes. Mais cet homme puissant viril, c'est mélangé avec, c'est un homme méprisant,
humiliant, rejetant. Donc ça, c'est difficile de s'identifier à ça. Et là, on peut entendre, c'est un état du moi qu'on appelle malveillant, un état du moi destructeur, même si c'est pour le bien, peut-être de l'individu. Et à côté de ça, il y a un homme qui est soumis, peut-être petit garçon, parce qu'en se soumettant, en rentrant dans le silence, en faisant abstinence, en rentrant dans l'ascèse, alors on risque pas de faire mal aux femmes, on risque pas d'abandonner les femmes, on risque pas de détruire des enfants. Voilà. Vous voyez, il y a tous ces enjeux-là dans les personnages. Et c'est compliqué pour lui, et moi je trouve qu'on entend bien ce compliqué-là, quand tu nous dis qu'il y a comme quelque chose de dissonant. C'est un homme de 40 ans, mais qui est habillé comme un jeune de 20-30 ans, qui veut pas vieillir, qui veut garder une alimentation parfaite, qui veut avoir un corps parfait, qui veut paraître comme un jeune, mais à un moment, là, il est plus en place de père qu'en place de jeune homme. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de modèle identificatoire, peut-être, qui lui permettrait de dire c'est comment un homme bien. Et ça nous donnerait une vraie piste, parce que toi, tu es touché, mais tu es touché du côté, on pourrait dire, du côté de la mère, la mère, la grande mère, qui est touchée par la souffrance des enfants, par la souffrance de l'enfant. Mais tu dis bien pas par la femme. Et donc ça, on pourrait dire c'est comme un frein, parce que tant qu'il n'arrive pas à te séduire en tant que femme, eh ben, il maintient un lien avec une thérapeute qui le voit et qui le vit comme un homme, ben, en fin de compte, il est coincé dans cette place. Et en même temps, plein de fois, tu as dit, c'est un beau gosse, il est charmant, et ça peut pas être une mère qui perçoive son fils comme ça aussi. Donc, il y a quand même quelque chose où il arrive à, à te toucher dans cette histoire. Et ça, c'est intéressant, c'est bon signe. Par rapport au... Si vous avez des questions ou des interventions, faites-le dans le chat, comme ça, aussi par rapport à ce que je viens de dire, comme ça, on fait des liens. Moi, j'aurais besoin de questionner fort l'écologie avec lui. Je lui demanderai très clairement quel serait l'inconvénient que vous soyez un homme érectile. Parce qu'on voit bien qu'il est coincé, il dit, quand je suis seul, ben maintenant c'est tranquille. Parce qu'avant, quand j'étais avec, c'était des femmes insatisfaites toujours. Elles en demandaient toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est comme si je faisais jamais assez. Il n'y a pas plus castrateur que ça. Mais encore, 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 ouais, mais c'est pas ça, il faudrait ça là. Ça veut dire jamais il arrive à satisfaire la femme. Et au moins, quand il est seul, enfin, je peux profiter de moi. Ah, c'est sûr et ça fonctionne. Mais à ce moment-là où il dit enfin, je peux profiter de moi, s'il s'arrêtait là, c'est OK. Bah, restez célibataire alors. Ou vivez des histoires comme vous avez vécu entre 18 et 35. Ou avant, les deux compagnes. Mais en même temps, il dit, mais je suis un peu plan-plan. Donc, il n'est pas satisfait. Ça, c'est vraiment moteur du travail thérapeutique. Ça nous dit comment Jackie, elle a su mener avec lui, même si elle est obligée de le nourrir et que c'est énergétivore. Elle a su maintenir chez lui quand même ce désir. Parce qu'il aurait pu dire, bon, ben maintenant qu'elle est partie, que je ne peux plus ne pas la satisfaire, ben, je suis bien. Et si je peux garder un lien avec les petites filles précédentes, ben, c'est bien, je serai comme un papa de substitution, mais pas reconnu comme papa. Je ne serai pas le mari dans l'histoire. Donc, il n'aura pas à s'ériger. Il pourra être comme un papa-maman très bon. Mais en faisant ça, il est en train d'attaquer fort son père parce qu'il montre que lui, il pourrait être un papa, le papa qu'il n'a pas eu. Donc là, il y a ce tiraillement hein, chez lui. Quand on avait joué, j'avais proposé, qu'est-ce que vous aimeriez être du côté de l'homme, hein, sur la question de l'homme.
Donc, il m'avait répondu, j'aimerais être un homme charismatique. Ou quel homme vous aimeriez être? J'aimerais être un homme charismatique, ça veut dire sûr de lui, affirmé, que je rentre dans une pièce, on ne voit que moi. Ce genre d'homme que quand il parle, on l'écoute, parce qu'on le sent loyal, droit et sûr. Alors, je lui avais Ok. demandé Ça, aussi. c'est intéressant, Jackie, parce que il nous montre, avec cette phrase, il nous montre comment il confusionne. Ça traduit bien pour moi toute la confusion de l'histoire, c'est-à-dire il veut être un homme. C'est quoi un homme pour vous? C'est quelqu'un de charismatique. Bah, déjà, il faut les faire B, erreur. Homme, d'accord, c'est pas charismatique. Charismatique, c'est une image. Donc un Oui, homme, d'accord, c'est pas charismatique. Ça, c'est une idole, mm, c'est quelqu'un qui monte sur scène. Et puis il continue, quelqu'un qui est sûr de lui, d'accord, donc qui a une certaine assurance. On ne voit que moi. Ben non, là il se trompe, ça c'est son père. On voyait que lui quand il rentrait sur scène pour faire danser les femmes. Elle n'avait Dieu que pour lui. Et c'est-à-dire, elles avaient de temps en temps un peu Dieu pour le petit aussi. Mais quand elles dansaient avec le père, toutes les femmes se détournaient et regardaient le père. Et en même temps, il dit, je vais être loyal, droit et sûr. Ça, c'est OK. Un homme, comme vous le voulez, loyal, droit et sûr, ça d'accord. Mais charismatique, on voit que moi, non. Vous vous trompez, vous mêlez les choses. Il y a une différence entre Johnny Hallyday qui rentre sur scène et tout le monde voyait que lui. Il pouvait dire on vous met le feu, il pouvait mettre le feu à la scène. Mais quand il était dans la vie quotidienne, est-ce que c'était ça un homme? Il faisait peut-être pas le feu tout autant. Est-ce qu'il y avait cette énergie? Est-ce qu'il jouait son rôle? Est-ce que ça, on ne sait pas. Sur scène, on pouvait dire waouh, quel homme, il fait rêver toutes les femmes de l'époque de Jackie. Et mais par contre, à la maison, est-ce qu'il faisait rêver? Ben, peut-être pas nécessairement, hein. Peut-être qu'à la maison, il était mou, fatigué, peu d'énergie. Et donc, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'un homme? C'est super intéressant. C'est qu'est-ce qu'un homme? C'est quoi être un homme? Et la question, elle se pose d'autant plus aujourd'hui au niveau sociétal, avec toutes les questions, qu'est-ce qu'un homme? C'est quoi être un homme? c'est ça. Donc, il continue en me disant, j'aimerais être viril, m'imposer, être sûr de moi, ne pas me laisser marcher sur les pieds. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut quand on est viril et qu'on prend le dessus sur les choses. Voilà, confusion à nouveau. Ouais. Viril, ok. S'imposer, erreur. C'est pas réguler, s'imposer, non. Ça veut dire se positionner. Ça, il aurait dit, je veux me positionner, m'affirmer, dire ce en quoi je crois, témoigner, me positionner, oui, mais m'imposer, écraser, dominer, bah, si on a besoin de s'imposer, c'est qu'on est mal posé, hein. Mm. Parce que quand on est posé, on est posé. Et quand on est posé, on n'a pas besoin d'avoir toute l'assemblée qui fait la hola. Juste, on rentre dans la pièce et on dit, voilà, j'ai envie de parler de ça, j'aimerais partager avec vous, voilà ce en quoi je crois. Ça, c'est prendre la parole, ça, c'est témoigner. Et viril, on voit bien qu'il y a une confusion. Viril, c'est comme s'il y avait domination, écrasement, Ouais. Ouais. surpuissance. Et ça peut que, au niveau sexuel, amener des troubles de la sexualité. Ça veut dire Mm. que quand lui, il est en lien avec une femme qui, dans l'après-midi, fait la petite fille et joue à la dinette et lui demande de faire le ménage et tout ça, et le soir, il lui dit, vas-y, baise-moi. Il y a de quoi s'effrayer. Il passe de Mm. deux versants qui sont terrorisants. Il a du mal à se positionner. Et puis elle lui demande quelque chose de puissant, puissant, puissant. Bah, il a eu tout le temps l'expérience de savoir, il ne donnera jamais le compte, hein. Il ne saura jamais être l'objet de la satisfaction totale de la femme. Et comme lui, il y a ça, je voudrais pouvoir m'imposer, je voudrais dominer, je voudrais tout remplir. Mais ça peut que l'effrayer parce qu'il peut que alors qu'il y a comme cette injonction-là soit l'objet de ma totale satisfaction. S'il saisit de ça, il peut que être dans ouais, mais à un moment, peut-être je ne vais pas y arriver. Et s'il se dit à un moment, peut-être je ne vais pas y arriver,
ben, ça s'effondre parce qu'il va commencer à avoir des doutes. Oui, mais si, et ça, et si, et ça va être que en hésitation. De la même manière, S'affirmer, c'est oui, pas s'imposer. tout à fait. De la même manière, quand malgré voilà le paradoxe qui est quand même assez, enfin, on sent l'écartèlement de cet homme qui dit ah je suis bien, je suis tranquille, je me retrouve avec moi-même, je profite de moi, mais en même temps j'aimerais tellement avoir une femme qui me remue, qui prenne des décisions pour moi parce que je suis vraiment trop plan-plan. Eh oui. Mais ça, c'est très intéressant. Il a besoin, ça fait que confirmer ce qu'on est en train de dire, là, amener de l'eau à notre moulin. Ça veut dire que, en fin de compte, il a besoin d'une femme qui le remue. Mais ça se fait pas. Il faut lui dire achète un Magimix ou un Kenwood. Ça, tu vas être remué. Tu rentres dedans, tu seras très remué. Mais la femme, ça sert pas à ça. Mais non, Voilà. ben La non, femme, ça sert pas à remuer l'homme. La non. femme qui agite l'homme, c'est pas ça. C'est que dans la pub de Orangina ou dans Perrier que ça fait fantasmer. Mais c'est à lui de s'auto-agiter, de se faire, de se faire lui-même fantasmer, et puis de partager le fantasme avec la femme, et de co-créer une histoire. Alors que là, il lui dit, vas-y, agite-moi, agite-moi. Ça peut pas. Donc là, si on reprend ça par rapport à notre timing là, et si on fait la synthèse et on pense aux stratégies, on voit bien qu'il y a pour moi ce paradoxe avec ce tiraillement. D'un côté, position passive et d'un côté, position active. C'est tiraillé entre passif et actif. Passif, c'est soumission, c'est silence, c'est l'enfant. Active, c'est là où il y a érigé. Mais ça vire, c'est là où c'est pas juste, c'est que là où il y a actif, tout d'un coup, ça devient suractif, surpuissant, c'est dominant, puis destructeur. Hmm. Que l'endroit où il a la sécurité, c'est le silence, mais c'est la passivité, et c'est l'enfant. Et que l'endroit où il pourrait y avoir de l'homme, ensuite, il y a une distorsion perceptuelle de ériger de l'homme, de affirmer homme, ok? Et bien, il passe à surpuissant, dominant, destructeur. Et ça effraie. Et au moment où ça effraie, pouf, de nouveau zéro. Donc, c'est comment on trouve la juste place. C'est quoi un homme affirmé, mais pas destructeur? Et comment, si on s'affirme, parce que là, on a la boucle, comment, si on s'affirme, on ne va pas être rejeté, exclu? Là, on boucle tout, c'est-à-dire qu'on a l'enfant qui, s'il s'affirme, il se positionne, en fin de compte, il va être rejeté. Et en même donc, il choisit le silence et le retrait. Mais en même temps, on a cet homme qui, depuis le début, a envie de s'affirmer. Mais pour lui, affirmer, c'est pas égal à positionner. C'est dominer, écraser, détruire. Hmm. Donc, il est coincé dans sa boucle et il tourne en rond. Donc, le thérapeute peut amener à voir cette boucle, ce système-là, et interroger, je pense, les différents états du moi. L'état du moi puissant, dominant, qui peut même avoir des envies de destruction, le ou les états du moi qui sont de ce côté-là, de les interroger, savoir pourquoi ils sont là et au service de quoi pour notre client. Et qu'ils interviennent de façon aidante, mais que quand tout d'un coup ils s'emballent et ils sont du côté de la destruction ou de la tyrannie, alors c'est plus OK, il faut travailler avec eux. Et de l'autre côté, il y a l'état du moi enfant passif, voilà, qui est là. Et après, de fait, il y a un introjecte maternel qui est lui aussi paradoxal entre une mère nourricière, bonne maman italienne, mère, grand-mère, tante, elles étaient trois figures qui nourrissaient, etc. Et qui étaient des bonnes mamans, qui étaient fières de leur petite progéniture.
en fin de compte, des bonnes Jackie, quoi. Et Eh en oui. même temps, de l'autre côté, il y a la mère qui peut être très forte et puissante, mais toujours insatisfaite, les femmes qu'il a eues. Et c'est là où, dans ce tiraillement-là, Jackie aussi, elle peut opérer parce qu'elle peut, de la même façon qu'elle peut introduire le fait qu'il y a comment c'est un homme qui n'est pas dans la soumission, donc un enfant, ou comment c'est un homme qui n'est pas dans la puissance, surpuissance, domination, destruction, c'est-à-dire ce tyran, père tyran, il peut y avoir de l'homme affirmé, érigé, positionné, et comment c'est une femme qui n'est pas la nounou avec un lait débordant, tout est OK, mais qui le laisse petit enfant, et cette femme qui est dévoratrice, castratrice, sex caliente, il y a aussi de la femme. Et en fin de compte, c'est remettre de... Et ça, c'est intéressant parce que on a ça aussi au niveau sociétal et pour des publics jeunes, mais même moins jeunes. Il y a quand même des modèles et si on regarde euh, toutes les séries et les téléréalités en ce moment, comme il y avait le Loft à un moment, l'île de la Tentation et tout ça, ça vient marquer ça, la figure de c'est quoi un homme, c'est quoi une femme et comment ça se fait le couple. Mais là, Jackie, elle peut, par ce travail avec les états du moi, elle pourrait amener qu'un homme, c'est un homme. C'est tout. Avec toute sa force et sa faiblesse. Il n'y a pas besoin de l'ériger, ni besoin de dire on va faire du masculin, masculin, masculin sacré. Et pareil, une femme, c'est juste une femme. Et qu'un couple, en fin de compte, c'est quelque chose de banal avec juste un homme et une femme. Alors que lui, s'il surmajore l'idée d'un couple, où il idéalise, mais s'il monte du côté de l'idéalisation, tout d'un coup, ça fait la terreur et ça le paralyse. Donc, en fin de compte, l'homme, c'est banal, la femme, c'est banal, le couple, c'est banal. Et il n'y a pas besoin, et que c'est que dans les dessins animés que les hommes arrivent avec un super cheval blanc, blond, et qui sont puissants, et qu'ils ont une grosse épée et tout. Mais c'est que dans les Walt Disney. Et que les femmes, elles arrivent avec une belle couronne, qu'elles sont blondes, qu'elles ont une belle robe, des paillettes, qu'elles sont gentilles, qu'elles veulent bien faire le ménage et tout ça, et qu'elles repassent la chemise blanche de leur mari. C'est que dans les films, je vous assure. La vraie vie, c'est où l'homme, il repasse pas sa chemise ou il la repasse toute seule. Et de temps en temps, son épouse aussi, elle peut préparer le repas et faire ça. Et puis des fois, le mari peut faire des choses qui sont bien pour son épouse, en fin de compte, simples et banales. Et ça, c'est Jackie qui peut amener cette modération parce que Jackie, aussi avec l'expérience du psychodrame, et puis son expérience de femme, de maman, elle peut jouer sur tous ces tableaux. Elle peut être cette maman à certains moments. Elle peut être cette femme belle qui peut séduire l'homme. Elle peut être cette femme puissante qui peut être très affirmée. Mais en fin de compte, c'est qu'il voit qu'il peut explorer et découvrir toutes ces femmes et qu'aucune est la caractéristique de la femme. Et lui, il va pouvoir explorer ses différents rôles aussi. Ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Jackie ou nos collègues? Est-ce que vous avez d'autres points à dire? J'ai abordé le travail autour du plaisir. Qu'est-ce que c'est qui lui donne du plaisir dans la vie? Oui. Donc, il a parlé de la danse, de la musique, sortir avec ses amis, qu'il était passionné par la photo, qu'il avait envie de s'y remettre, que ça le faisait vibrer d'aller dans la nature prendre des photos d'animaux. Et puis qu'il aurait peut-être envie de développer des compétences en nutrition diététique parce que ça fait quelques années qu'il s'y intéresse beaucoup. C'est OK. C'est OK, je dirais c'est très bien, mais je dirais, vous savez, il n'y a pas que la diététique dans la vie. Mais non. Et il y a la vie aussi. Et puis, la nature, c'est très bien d'aller prendre des photos pour regarder le petit oiseau qui va sortir, mais quand même, c'est bien de se confronter à la vraie vie. C'est beau de prendre des photos de petits oiseaux, mais la vie, c'est pas que cette histoire d'images et de doux et tout ça. Pour moi, ça, c'est des fuites.
qui prend, mais qu'il essaye, il explore plein de chemins. Et je pense que l'idée, c'est pas de dire ça, c'est pas juste, ça, c'est pas, positionnez-vous comme ci, comme ça, parce que ça, ce serait le positionnement femme puissante qui lui dit ce qu'il doit faire. Mais ce serait juste de l'amener à se reséduire. Et pour ça, il faut que tu te laisses troubler par lui aussi, cet homme qu'il est, dans sa puissance impuissante ou dans son impuissance puissante, et que tu puisses l'amener lui-même à se séduire, c'est-à-dire à trouver ce qu'il a de beau dans sa vulnérabilité. Et que c'est quand il est comme ça, un homme pas tout le temps puissant, 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 comme dans tous les magazines, et c'est ça l'homme. Dans les magazines, ce n'est pas des hommes. Dans les magazines, c'est des figures de magazines pour faire rêver. Et dans la vie quotidienne, ça n'existe pas. On peut essayer ce qu'on veut, on peut essayer, moi j'ai acheté plusieurs magazines, Cosmopolitain, Elle et tout ça. J'ai dit j'en voudrais une comme ça, qui fait ci, qui fait ça et tout ça, mais jamais, jamais on m'a livré ça. Hein. Fin de compte, on m'a dit mais non monsieur, c'est une femme, ça fait pas ça. Là c'est des femmes de magazines. Il n'y a que dans les magazines qu'elles sont comme ça. Dans la réalité, non. Ils m'ont dit mais vous monsieur, c'est pareil, je crois que c'est pas comme ça. Vous ne correspondez pas au magazine. Donc je dis bon on va faire avec cette vulnérabilité, c'est ça. Et en faisant ça, on va lâcher la pression. Et s'il lâche la pression, il va pouvoir avoir quelque chose d'atteignable. Il va pouvoir trouver l'homme qu'il est. Il va pouvoir laisser ériger l'homme qu'il est, puisqu'il est déjà cet homme érigé. Mais c'est comme s'il cherchait la barre toujours plus haute, plus haute, plus haute. Mais elle est déjà pas mal. Et en termes de diagnostic, on voit rien comme élément psychotique. Il n'y a rien qui dise trouble du rapport à la réalité, trouble du rapport à l'autre, trouble du rapport à plus grand que soi, etc. Sur les addictions, rien nous montre des choses du côté des addictions dans le type de rapport. On n'est pas dans un rapport à l'autre de façon symbiotique. Au contraire, on est bien dans l'altérité. Il n'y a pas un rapport de domination de l'autre. Au contraire, il fuit. La seule chose qui pourrait laisser penser sur le côté de la perversion serait de dire est-ce qu'il est dans une position sadique, soumise, mais c'est pas sadique, une position masochiste, une position soumise, mais c'est pas du tout le cas parce qu'il le veut pas ça, il la veut pas cette position. C'est vraiment un repli. Donc on est bien dans une position névrotique et on a l'embarras du névrosé, d'accord? C'est-à-dire un homme. À la fois, il rêverait d'être cet homme surpuissant avec l'iPhone 17, qui a son TGV qui vole dans le ciel, qui a des voitures super puissantes dans le monde entier. Il diffuse ces voitures super puissantes dans le monde entier qui se rechargent électriquement. Bon, vous voyez, l'homme de rêve, il rêverait d'avoir des grosses machines partout. Oui, mais c'est pas ça l'homme. Et donc, c'est comment revenir à cette simplicité, à cette modération. Je pense que dans le travail avec les états du moi, c'est une bonne piste. Okay. Par rapport à des outils que tu vois que tu utilises d'acquis. Et que le diagnostic, c'est plus un diagnostic sur le versant névrotique, peut-être avec les éléments ou phobiques ou obsessionnels. Parce qu'il y a cette difficulté de gestion de la colère, de la haine et tout ça qui laisse penser à un profil obsessionnel. Phobique, ce serait plus par rapport au repli et au retrait. Mais on est sur le versant de la névrose et il n'y a pas pathologie chez ce bonhomme-là. Il y a juste, c'est un homme comme tous les hommes et qui est trop piraté par le modèle sociétal, qui est trop piraté par son histoire infantile, familiale, et il se débrouille de ça. Il essaye de se débrouiller de ça. Et c'est ça qui serait à saluer. Et je dirais, après, je ne sais pas si tu peux lui parler de la supervision, mais ce serait de dire, j'ai parlé de ce cas clinique, bien sûr, c'est anonymé, tout ça. Si je pouvais lui parler de la supervision, je lui dirais, voyez, vous avez été vu aujourd'hui par une centaine d'hommes et de femmes qui vous ont vu et qui ont trouvé la vérité de votre humanité dans qui vous étiez, dans vos fragilités, dans vos forces. C'est juste ça qu'ils ont pu saisir. Et pourtant, ils n'ont pas vu vos beaux yeux, ils n'ont pas vu votre jean troué,
Ils n'ont pas vu la puissance et la force de votre membre érectile. Ils ont juste vu comment il y avait toute cette puissance et cette énergie pour vous ériger et faire quelque chose de la vie qui est la vôtre, pour vous coltiner votre vie. Et c'est ça le métier d'homme. Je dis le métier d'homme parce que c'est Jolien qui dit le métier d'homme. Et c'est ça que vous coltinez et c'est ça que je veux saluer. C'est ça que je saluerai chez lui. C'est ça un homme, mon fils, je dirais. Toi, tu pourrais dire, c'est ça un homme, mon client. Bah, mon client, il faut qu'il… Donc, mon patient. Parce que si tu dis mon client, il peut entendre un double sens. Hein. C'est ça, monsieur un homme. Peut-être un dernier mot, Jackie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou faire un lien ou ce que ça fait, comment ça fait sens, qu'est-ce que ça t'apporte ce travail avant qu'on se quitte? Ah, mais merci, ça me touche parce que je retrouve à travers ces derniers mots que tu dis, cette humanité que je sens en lui qui a du mal à s'exprimer. Et je suis sûre que c'est un homme qui peut être très puissant, lui aussi, mais dans le sens émotionnel, une dimension un peu poétique, ouais, quelque chose de l'ordre d'une humanité plus grande. Donc, j'ai très envie d'aller dans ce sens, ouais. Homme avec un grand H, homme de humanité, et pas cet homme qui a un petit H et qui aurait envie de dire je suis un petit H, mais très puissant et très viril. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on mette en travail chez lui. Super, c'est super. Tu auras un homme, mon fils, c'est Kipling, hein, qui dit ça. C'est un initié. Merci de votre participation. Merci, Jackie, pour ton joli cas. Merci, Guillaume. Merci pour votre participation. À bientôt. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues professionnels qui pourraient être intéressés par ce travail. Et puis, si vous avez des cas cliniques, mettez-les. Nadège, elle vous a mis des liens dans le groupe de supervision. Vous retrouverez le lien pour poster des cas. Envoyez-nous des cas. Et de toute façon, c'est tous les 15 jours donc qu'on fait un travail. Si vous avez envie de participer aussi à une démonstration, là, dans une quinzaine de jours, on refera des rendez-vous psychopratiques et je travaillerai sur la prise de notes en séance. Est-ce que je les structure d'une certaine façon? J'ai déjà montré, je structure mes notes d'une certaine façon avec un code couleur, voilà, ou des schémas. Ça, ce qui me permet, vous voyez, de faire ces liens. Et bien ça, on travaillera sur ça la prochaine fois sur la prise de notes, mais on fera aussi une démonstration. Donc, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien se présenter comme le client qui veut proposer un temps de travail. Donc, si vous avez envie de ça, ben, voilà, partagez sur le groupe et puis faites connaître à d'autres collègues. Merci beaucoup à vous. Merci Jackie, merci Nadège aussi pour toute l'organisation. C'est quand même Nadège qui soutient toute la logistique. Et puis, à très bientôt de vous retrouver. Au plaisir. Un grand merci, Guillaume. Merci beaucoup. Merci Il y a à plein de tous. petits mots, Jackie, sur le côté, tu vois. Ouais, c'est adorable. Ça fait chaud au Voilà. cœur et je vais les emporter dans mon cabinet pour mon patient parce que ça va me porter. Merci à tous. Merci, Guillaume. À bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.